Vous voulez savoir combien je gagne avec ma chaîne de 9000 abonnés? Dans cette vidéo, je vous partage tout. Mes vues, mes revenus YouTube, mais aussi mes 4 autres sources de revenus. La quatrième est vraiment une surprise. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment je crée mes vidéos YouTube de début à la fin. Et vous pourrez répliquer ce système dès aujourd'hui pour lancer votre propre chaîne. Je sais que vous pensez que YouTube est trop complexe, que ça prend trop de temps, que vous n'avez pas le bon matériel ou que vous ne savez pas quoi dire devant la caméra. J'avais exactement les mêmes peurs il y a 10 mois. Bonjour, je suis Nayer et dans cette chaîne, on parle d'IA, on parle d'automatisation et on parle de business. Et aujourd'hui, je vais vous montrer mon système exact en 5 étapes. Trouver des idées qui cartonnent, le setup, le tournage, le montage et la publication. Et en bonus, je partage un setup plus accessible dans le premier lien de la description pour que vous puissiez commencer avec un petit budget. Alors pour commencer, je vais partager avec vous mes chiffres. Je pense que c'est la question que la plupart des gens se posent. Donc je vais vous partager avec vous tous mes chiffres. Vous allez voir, je cache rien, comme d'habitude. Et donc là, on est sur le studio YouTube, enfin la partie créateur YouTube. J'ai 8964 au moment où je filme cette vidéo abonnés. Sur les 28 derniers jours, j'ai gagné 790 abonnés. J'ai eu 36 200 vues. J'ai eu 4600 heures de visionnage. Et c'est là l'indicateur qui m'intéresse le plus. Et je vous dirai pourquoi. Et puis le dernier, c'est le revenu estimé, donc c'est 121,86 € sur les 28 derniers jours. Si on prend sur toute l'année 2025, parce que j'ai commencé la chaîne en janvier, on va regarder. On est à 200 000 vues, 41 000 heures de visionnage, 8 900 abonnés. Et à peu près 9 000 €, enfin 1 000 € de revenus, 971,56 € de revenus à partir de la publicité YouTube qui s'affiche sur ma chaîne quand les gens regardent mes vidéos. Alors pourquoi la partie durée visionnelle, c'est ce qui m'intéresse le plus? Parce que ça me montre qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui regardent mes vidéos longtemps. Et quand quelqu'un regarde ma vidéo longtemps, il devient familier avec moi. Il sait comment je travaille, comment je fais, comment je me présente. Vous l'avez certainement remarqué dans mes vidéos, elles sont naturelles. Je cache rien, je fais pas beaucoup de coupures dans mes vidéos, et c'est parce que j'adore moi aussi ce type de vidéos sur YouTube. J'ai longtemps vu et j'ai longtemps regardé les vidéos avec beaucoup de coupures, les vidéos qui vont vite, etc. En fait, on a l'impression que c'est bien, on a l'impression que c'est génial. Finalement, on n'apprend rien. On partage rien avec nous. On n'apprend rien au final quand on a terminé de regarder la vidéo. Et au final, je trouve pas ce format-là intéressant. Alors parfois, ça peut être intéressant pour quelques sujets, etc. Mais pour apprendre quelque chose, pour apprendre un outil, pour apprendre un métier, pour apprendre une nouvelle compétence, c'est important de prendre le temps d'expliquer les choses, de montrer les détails et de voir les choses en détail. C'est pour ça que mes vidéos, ils font aller en moyenne entre 1 heure et même 5 heures pour la plus longue, 5h30 pour la plus longue. Sur les chiffres, si on revient sur le dernier mois, ce que je peux vous montrer de plus, alors je peux vous montrer la partie revenus en détail. Donc comme je vous ai dit, c'est 121 € sur le mois, 4 €, à peu près 4-5 € par jour. On a l'impression qu'on va gagner beaucoup plus que ça avec 9000 abonnés à la chaîne, mais en fait non. Les revenus publicitaires, c'est une toute petite partie de ce qu'on gagne et de ce que génèrent les vidéos qu'on publie sur YouTube, et je vais vous montrer le reste juste derrière.
Le revenu par 1000 vues, le RPM, on appelle ça RPM, il est à 6,13 €. Je pense qu'il est dans le haut de la fourchette de ce qu'on peut avoir sur YouTube, dont le marché francophone. Si on est aux États-Unis, je pense que ça pourrait tourner autour des 15 € ou même 20 €. Mais sur le marché français, 6,13 €, on est dans le haut du panier. Normalement, à ce que je sais, peut-être que je me trompe. Si je me trompe, mettez-moi en commentaire. Mais on est dans le haut du panier du revenu par 1000 vues. Ça, c'est sur la partie revenus de la partie YouTube lui-même. Mais il n'y a pas que ça. Alors, la deuxième source de revenus que j'ai, c'est les liens d'affiliation. Si vous l'avez remarqué, dans la partie description de mes vidéos, je mets parfois quelques liens qui sont en relation avec la vidéo. Si je parle de Make, je mets un lien vers Make. Si je parle de N8N, je mets un lien vers N8N. Si je parle de ClickUp, je mets un lien vers ClickUp. Ces liens, c'est ce qu'on appelle les liens d'affiliation. Donc, c'est des liens où vous payez le même prix si vous prenez le logiciel en passant par mon lien, mais la compagnie, vu que je leur ai apporté des nouveaux clients, l'entreprise derrière me paye une commission, une rétro-commission, une commission sur le nombre de personnes, sur ce que lui payent les gens qui s'abonnent chez eux. Et merci pour ça d'ailleurs. Mais du coup, moi je vous ai fait un petit panorama de là. J'ai ouvert alors la plupart des liens. Je gagne pas énormément avec ça, mais il y a un peu partout. D'abord Make. Alors Make, j'ai fait une masterclass dessus et j'ai fait quelques vidéos dessus. Il m'a rapporté depuis le début de l'année, si je me trompe pas. C'est bien ça ou pas? Non, j'ai pas mis début de l'année, donc je vais mettre du 1er janvier. Ouais, c'est ça. Donc il y a 16,96 $ à payer et au total les revenus c'est 19,08 $ parce qu'il y a quelques revenus dernièrement qui sont pas encore comptabilisés ici. Donc on est sur 19 $. C'est pas si énorme que ça. Le programme d'affiliation de Make il est pas si énorme que ça. Ensuite il y a Airtable. Il y a aussi parfois je mets le lien vers Airtable. Alors c'est pas un programme d'affiliation, c'est un programme où il me rajoute de crédit dans mon compte que je peux utiliser pour moi, pour mon compte à moi Airtable. Il me reverse 10 $ à chaque fois qu'il y a une personne qui s'abonne chez eux. Et donc là j'ai 252 $ de crédit chez Airtable que je peux utiliser moi pour mon abonnement Airtable. Ensuite, il y a N8N. Alors N8N, j'ai fait une masterclass dessus. Je fais pas mal de vidéos sur N8N. Et N8N, si je prends, alors sur les 30 derniers jours, il y a eu 45 $ de commission. Et si je prends depuis le début de l'année, donc ici, done, on est sur 164,85 de commission payée, plus 55,44 $ de commission en attente. Donc un total de... je vais prendre ma calculette. On est sur 220,29 €. Donc ça c'est N8N. Suivant, qu'est-ce que j'ai d'autre derrière? J'ai ClickUp sur lequel j'ai fait pas mal de vidéos aussi. Et là, pareil, si je prends sur l'année, on est sur 25 $ de commission en attente et 150 $ de commission déjà payée. Donc on est sur 175 $ sur ClickUp. Et le dernier, c'est Happify. Happify, j'ai reçu 7,8 $ de commission que je me suis même pas encore payé, mais qui sont parce qu'il y a peut-être une ou deux personnes qui sont inscrites et qui ont des comptes payants, et donc du coup voilà, c'est marqué ici, il y a un customer, un client
Il y a eu 24 personnes qui sont inscrites mais qui n'ont pas pris de compte payant. Il y a une personne qui a pris un compte payant. Et donc ça m'a ramené, ça m'a rapporté 7,80 $. Donc là, j'ai fait un petit peu le calcul et on est sur 674,17 € avec les 5 programmes d'affiliation Make, Airtable, N8N, ClickUp et Happify. Ensuite, ça c'est une troisième source de revenus et franchement j'étais agréablement surpris par cette source de revenus là, je m'attendais pas. C'est Gumroad. Alors Gumroad, moi je l'utilise pour partager avec vous les workflows que je fais sur mes vidéos. En bas des vidéos, quand je partage des vidéos, des workflows gratuitement, je les mets sur Gumroad. Je les mets à 0 €, donc vous pouvez les télécharger gratuitement. Et puis s'il y a des gens où les vidéos leur plaisent ou ils ont envie de partager avec moi, ils peuvent laisser quelque chose. Et le montant est libre. Ils peuvent me laisser 1 centime comme ils peuvent laisser 100 €. Ils peuvent laisser ce qu'ils veulent. Et en fait, Gumroad, c'est vraiment une surprise pour moi. Il y a eu 615,99 $ de gains de gens qui ont donné à chaque fois qu'ils ont téléchargé les workflows, etc. Alors il y a des gens qui ont rien payé, mais il y a des gens qui payent. Et vous voyez, par exemple, l'hébergement N8N, il y a eu 180 $ de revenus. La masterclass, 205 $. La masterclass RAG, alors celle-là, elle est sortie il y a pas très longtemps. Il y a 5,81 $. Bref, c'est une super bonne surprise, Gumroad. Troisième source de revenus. Ensuite, on arrive sur la quatrième source de revenus. Et la quatrième source de revenus, pour moi, c'est la plus importante. Et c'est la partie agence. En fait, il y a des gens qui regardent mes vidéos. Ils ont envie d'automatiser une partie de leur business. Ils sont intéressés par ce que j'ai fait. Soit parce que le cas que j'ai fait leur parle et ça représente une partie de ce qu'ils veulent automatiser, soit ils ont aimé ma méthode, ils ont envie de travailler avec moi, et donc ils m'appellent ou ils réservent un appel découverte avec moi. Je mets toujours un lien vers mon calendrier où les gens peuvent réserver un appel découverte avec moi pour la partie agence. Je vais vous montrer mon CRM là-dessus. Alors moi j'utilise ClickUp comme CRM. J'avais fait une vidéo où j'ai créé mon CRM d'ailleurs vous avez la vidéo. Je vous mettrai le lien ici. Et en fait dans mon CRM, alors ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris une vue consolidée où j'ai pris que la partie consulting, donc la partie agence conseil, création de workflow pour les entreprises, audit pour les entreprises, accompagnement pour les entreprises. Et j'ai pris que ce qui vient de la partie contenu, parce qu'il faut savoir que YouTube, c'est pas ma seule source de clients. On ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Que ce soit YouTube, que ce soit LinkedIn, on peut pas publier du contenu et attendre que les clients viennent à nous. Il se peut qu'il y a des vidéos qui performent et qu'il y ait des clients qui nous appellent, mais il faut surtout pas que ce soit la seule source avec laquelle vous attendez d'avoir des clients. Il faut aller voir les clients, il faut aller prospecter les clients. Et c'est ce que j'apprends à mes élèves au sein de l'accélérateur IA, qui a été lancé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Il a été lancé aujourd'hui, donc le jour où je tourne la vidéo. C'est le lancement officiel. Vous aurez le lien en description si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Donc en fait, j'enseigne à mes au sein de l'accélérateur IA qu'il faut pas mettre ses œufs dans le même panier et qu'il faut utiliser de la prospection outbound. Donc aller chercher le client en premier avant
de se dire allez, je vais mettre des vidéos, je vais mettre du contenu et je vais attendre que les gens m'appellent, parce que pour moi ça c'est une deuxième étape, ça ne peut pas être la première étape. Vous pouvez pas publier du contenu pendant 6 mois ou 9 mois et attendre qu'il y ait des clients qui arrivent. Qu'est-ce que vous faites pendant ces 9 mois en fait? Vous avez aucun revenu, rien qui rentre, etc. C'est pas possible. Donc sur l'agence, sur la partie que m'a ramené YouTube, parce que principalement en termes de contenu, je fais un peu de LinkedIn, mais principalement c'est YouTube qui a ramené les leads pour l'instant. Donc en termes de leads, j'ai eu 33 leads au total. Sur les 33 leads, ça m'a permis de gagner 23 376 € de contrat. On parle en hors taxe ici, on parle pas de TVA là-dedans. J'ai eu, en fait, ça représente 3 clients sur les 33. Et ça fait un ticket moyen par client de 7 792 €. Alors sur les 33 leads, on peut se poser la question pourquoi j'en ai eu que 3 qui sont devenus des clients. Pourquoi j'en ai perdu ici, d'ailleurs c'est marqué ici, 21. En fait tout simplement parce que j'ai un ticket d'entrée qui est assez haut. Donc on est minimum à 2000 € de ticket d'entrée. C'est pas non plus un ticket énorme, mais c'est quand même conséquent. Il y a beaucoup de personnes qui étaient en dessous de ce ticket-là. Alors soit leurs besoins, ils avaient pas, leurs besoins étaient beaucoup plus importants que ça, et ils pensaient que ça coûtait beaucoup moins que ça, et donc du coup en termes de budget ça passait pas pour eux. Soit ils avaient le besoin était petit et le budget aussi était petit, et donc ça ne pouvait pas coller avec mon agence à moi. Donc c'est pour ça il y avait pas mal de pertes. Ce qui est important ici, ce qui m'intéresse moi, c'est la partie en cours. Dans mon pipe aujourd'hui, j'ai encore 12 leads, et sur ces 12 leads, j'ai 12 leads plus les 3 clients, parce que les clients, même si je les ai signés et qu'ils ont travaillé avec moi, je sais d'ores et déjà qu'ils vont me faire appel à moi de nouveau pour d'autres besoins, et ils me l'ont déjà exprimé. Donc dans mon pipe, j'ai 59 910 € d'autres projets potentiellement que je vais gagner dans le futur, et qui vont être gérés par l'agence. Alors ça peut être beaucoup moins que ça, ça peut être je pourrais gagner la totalité, je pourrais gagner une partie, ça pourrait être sur plusieurs mois, ça peut arriver sur une petite période. En fait, on sait jamais à l'avance quand est-ce que ça va arriver. Et la personne qui va vous dire oui, moi je sais que mon pipe va tomber à ce moment-là, etc. et je sais exactement ce que je vais avoir. On ne sait jamais à l'avance qu'on va avoir. Mais on sait par définition, moi je sais sur cela, en tout cas, il y a une très grande chance qu'il se transforme en client. C'est juste que actuellement, ce n'est pas forcément le bon moment. Et c'est ça, en fait, le travail d'agence et le travail de freelance et le travail de service en général. Quand on vend un service, quand on contacte un client, il n'est pas prêt au moment T où on le contacte. Même si on fait un rendez-vous avec lui, qu'on le voit, qu'il est enthousiaste, etc. Il se peut que ça soit pas à ce moment-là qu'il va signer. Il peut qu'il signe un peu plus tard. Il peut qu'il signe la semaine même, etc. Donc c'est très variable. Ça dépend de pas mal de facteurs qu'on ne maîtrise pas, et donc ça peut prendre du temps, ces choses-là. Donc voilà pour la partie agence, pour la partie consulting et la partie agence. Mais en plus de ça, l'autre bonne surprise que j'ai eue quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, il y a pas mal de gens qui m'ont contacté pour faire du coaching, pour les accompagner à lancer leur propre service IA, leur propre agence.
En fait, j'ai commencé tout au début à aller accompagner les gens un par un, et donc très rapidement, j'arrivais plus à gérer avec l'agence, avec YouTube, avec le coaching, j'avais plus le temps de rien faire, et donc du coup, j'ai arrêté, enfin j'ai mis un cap de coaching, le temps de voir comment ça se passait. Et en fait, les méthodes que j'applique moi, je les ai enseignées à mes élèves et ils arrivaient à avoir des résultats avec mes méthodes. Et donc, je me suis dit, si je veux partager ces méthodes-là avec un maximum de personnes, il faut que ça soit un accompagnement dans un groupe et que ça soit organisé, qu'il y ait toutes les méthodes et toutes les manières d'accompagner les gens. Et c'est pour ça que j'ai mis en place un accompagnant qui a été lancé aujourd'hui. Donc, il y a aussi, en plus de la partie consulting, un cinquième axe de revenus qui est la partie coaching et accompagnement, qui a commencé un petit peu et qui là commence réellement avec la partie communauté et le lancement de la communauté. Et j'ai pas de chiffre exact à vous donner là-dessus parce que c'est une activité qui démarre. Et donc on arrive sur un total, alors j'ai fait mes petits totaux, on arrive sur un total de 25 633 euros et 99 centimes d'euros sur les 10 premiers mois de l'année 2025 grâce à YouTube. Et ça c'est super chouette en termes de revenus. Maintenant qu'on a parlé de la partie revenus, on va aller sur la partie comment je fais mes vidéos. Et le premier axe dont je voulais vous parler, c'est mon setup. Comment j'ai qu'est-ce que j'ai ici comme caméra, etc. Donc là, ça va être compliqué de vous montrer comment ça se passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon téléphone, je vais vous filmer le setup, je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Et au montage, je mettrai la vidéo, je verrai comment le faire. J'ai jamais fait, mais je verrai comment le faire. Ok, donc ça c'est mon setup. Alors le setup, de quoi il est constitué? Alors il y a mon ordinateur d'abord. Donc ça c'est mon ordinateur MacBook Pro M3 si je me trompe pas. Derrière ici, c'est mon chargeur iPhone, mais ça c'est hors setup. Ça c'est mon chargeur de mon Ring, c'est mon anneau qui détecte mon sommeil, qui calcule une note sur mon sommeil, qui vérifie mes battements de cœur, etc. Mais bon, ça c'est hors setup aussi. Donc il y a mon ordinateur. À partir de mon ordinateur, il y a deux USB-C qui sortent ici. Il y a ce premier USB-C ici qui va vers l'écran. Et donc c'est un écran 4K. Et en fait, je fais tout sur mon écran. Tout se passe sur mon écran. J'utilise rarement l'écran du MacBook. Et sur l'écran lui-même, il y a plusieurs choses de brancher. Alors, vous voyez, il y a un petit toggle ici. Sur le petit toggle, il y a la webcam, ma webcam ici qui est pluguée. Alors, la webcam, je l'utilise pas pour les vidéos YouTube. J'utilise pour les rendez-vous avec les clients, des choses comme ça, mais pas pour les vidéos YouTube. Ensuite, sur l'écran aussi, il y a autre chose qui est connecté. Il y a mon micro, ouais. Et donc il y a ce câble là qui sort de l'écran et qui va ici rentrer dans ce support de micro c'est un support micro qui est bas. Et donc du coup, il est super pratique pour moi parce que il me cache pas mon écran, il est pas visible. Donc ce câble-là,
Il va jusqu'à mon micro. C'est un micro Samsung, je crois que ça s'appelle la marque. Je vous mettrai tous les liens en détail dans la description de tout ce que j'utilise. Donc ça, c'est le micro que j'utilise. Il fait 80 €, je crois. Et en fait, je l'ai depuis des années. Et franchement, il est impeccable. J'ai pas besoin de plus que ça. Et donc, le micro, il est branché à l'écran. Et vu que l'écran, il est branché en USB-C à mon ordinateur, bah, le son arrive jusqu'à l'ordinateur. Ensuite, il y a aussi, ensuite, il y a la caméra. Donc là, c'est ma caméra. C'est une Sony EZ10, si je me trompe pas. Qui est super. Super pourquoi? Parce qu'elle chauffe pas. Et en fait, j'ai un fil qui sort d'ici. Au lieu de mettre une batterie, j'ai une fausse batterie filaire. Et donc, il est tout le temps branché sur l'électricité. J'ai pas besoin de charger. J'ai pas besoin de charger une batterie. Il est directement sur le courant. Ensuite, sur ma caméra, alors j'ai l'objectif, c'est un objectif spécial que j'ai acheté. C'est un objectif Sigma 16 mm 1.4 qui est super, c'est ce qui permet d'avoir un petit fond flou derrière moi que j'aime bien. Ensuite, il y a un câble ici qui sort de la caméra. Le câble qui sort de la caméra, il rentre dans mon support de micro, il sort ici et il est connecté à ce petit élément là. C'est un Camlink. Ce petit élément là, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il transforme le flux vidéo de la caméra qui est en HDMI. Il le transforme en flux numérique pour l'ordinateur. Donc il le transforme en flux que je peux plugger en USB-C. Donc il est plugué sur mon ordinateur en USB-C. Et il est sur un petit support derrière ici et il est rattaché directement à mon bureau, directement sur le bureau. Je vais vous montrer. Voilà, donc il est directement sur le bureau. Donc ça, c'est la partie caméra, la partie écran, la partie ordinateur. Ensuite, j'ai un clavier Logitech MX, je crois, qui s'appelle. Et la souris MX aussi, MX Master 3. Ils sont super bien, je les ai depuis des années aussi. Alors, ils commencent à être vieux, mais ils fonctionnent très bien. Et puis en termes de lumière, j'ai une première lumière qui est là. C'est le ES45 de Godox. Alors c'est une lumière qui a été conçue pour les gamers. Je suis pas du tout gamer, mais en fait je trouve qu'elle est très versatile et très simple à utiliser. Alors moi je la dirige pas vers moi, je la dirige vers le mur parce qu'elle est assez puissante. Je la mets à un taux qui est assez faible d'ailleurs, 26%. À 5500K. Et en fait, elle est branchée au courant et assez simple à utiliser. Deuxième lumière que j'ai que deux lumières. Cette petite lumière là que je mets généralement en rouge, c'est ce qui permet d'avoir un petit fond rouge derrière sur mon fond. Voilà, je pense que j'ai fait tout le tour de mon setup et je vous propose qu'on revienne sur le PC pour qu'on continue notre vidéo. Donc ça, c'est mon setup et j'ai fait le setup dans un objectif très clair, faire en sorte qu'il y ait le moins de friction possible pour lancer le film, pour lancer le tournage de mes vidéos. Donc là, ce que je dois faire,
clairement, c'est 3 clics. J'allume la lumière qui est là. Donc c'est un clic. J'allume ou j'installe rapidement la lumière colorée et je l'allume. Et j'appuie sur un bouton sur ma caméra et ça commence à filmer. J'ai rien d'autre de plus à faire. En fait, je me suis rendu compte que plus il y a de friction, plus on va se mettre tout seul des bâtons pour ne pas lancer ou ne pas filmer de vidéos. Si vous avez des lumières à installer, si vous avez une caméra à installer, à configurer, etc., ça ajoute du stress et ça rajoute de la friction. Et au bout d'un moment, vous allez abandonner et vous allez procrastiner là-dessus. Et donc, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour éviter la procrastination, pour éviter de perdre du temps sur la partie tournage ou préparation du tournage. Ma préparation du tournage, elle dure 3 minutes. J'ai 4 boutons ou 3 boutons à allumer. Et ça, c'est super important. Que si vous voulez vous mettre à YouTube, c'est super important que vous réduisez les frictions au minimum, aussi bien sur le setup que sur le reste. Et je vous expliquerai comment je fais sur le reste. Alors, on avance. Donc ça, c'est le setup. Ensuite, comment je recherche et choisis mes sujets. Alors, j'ai fait une vidéo où j'ai monté tout un agent qui permet de regarder ce qui se fait sur YouTube, de calculer un indice de popularité sur les vidéos YouTube, et je l'utilise. En fait, je regarde un peu ce qui se fait sur le marché francophone et je regarde un peu ce qui se fait sur le marché anglophone de vidéos autour de l'automatisation. Je regarde ce qui a performé, ce qui a un bon taux de réussite. Et en fait, je regarde ensuite comment moi, je peux mettre ma touche là-dessus, comment moi, je peux rajouter quelque chose sur le sujet. Si j'ai eu l'expérience sur telle ou telle chose avec un client, je vais en parler ou je vais diriger ma vidéo là-dessus. C'est comme ça que je choisis mes sujets. Deuxième source d'idées pour mes vidéos YouTube, c'est les gens qui commentent et qui laissent des commentaires sur mes vidéos YouTube. Parfois, ils demandent des vidéos et donc je le rajoute dans ma liste d'idées de vidéos à faire, à faire bientôt, etc. Pour vous montrer comment je fais ça, donc en fait, je me suis créé un tableau de suivi sous Notion. Et en fait, le tableau de suivi, c'est très simple, c'est des éléments ici. Donc, je mets ici le titre de la vidéo, ou le sujet de la vidéo. Je mets ici toutes mes idées. Quand je commence une vidéo, je la bascule de pas commencer à en cours. Quand j'ai terminé de filmer et d'éditer et que je la publie, je la passe à publier. Et quand je l'ai partagée sur mes réseaux sociaux, sur ma newsletter, etc., je la passe à partager ici. Donc c'est assez simple. À l'intérieur, il y a différentes informations. D'abord, il y a des prompts. Alors en fait, avec le temps, je me suis construit ces prompts-là. Je me suis construit un prompt pour la partie hook, donc la partie, disons les 30 secondes, les 30 premières secondes, la première minute. Généralement, vous avez certainement remarqué dans mes vidéos, je lis pas de script, ou je ne prépare pas de script, hormis les 30 premières secondes ou la première minute, qui est super importante sur les vidéos YouTube. C'est là où vous allez retenir les gens. Et donc, en fait, il est très très conseillé de l'écrire, de la préparer, ces 30 premières secondes ou cette première minute. Et donc, je me suis fait un prompt pour faire ça. Ensuite, je me suis fait un prompt pour avoir plusieurs versions de titres et plusieurs idées de miniatures. Et je vais vous montrer comment je l'ai fait tout à l'heure, les miniatures. Un prompt pour écrire une description pour mes vidéos et un prompt pour écrire la petite description pour l'élément que je mets dans Gumroad. Tous les prompts, je les mettrai, ils seront disponibles dans l'accélérateur IA avec tout le Notion y compris.
Ensuite, il y a une partie recherche où là, je vais écrire un peu les idées que j'ai ou les thèmes que je veux aborder dans la vidéo. La partie hook, je vais mettre dedans le hook que j'ai écrit, titre et thumbnail. Donc thumbnail, c'est miniature. Donc je vais mettre les titres que j'ai choisis et description, c'est la description que je vais mettre dans la vidéo. Ensuite, je me suis fait une petite checklist de qu'est-ce que je dois faire à chacune des étapes et on va la regarder juste après. Donc en fait, c'est une checklist où à chaque fois que je fais quelque chose, je coche l'étape pour confirmer que ça a été fait. Donc et donc ça c'est mon outil de suivi, c'est mon CRM YouTube, c'est là où je suis mes vidéos YouTube, où est-ce qu'ils en sont et les prochaines que je vais attaquer. L'écriture de script, comme je l'ai dit, j'écris pas de script, j'écris uniquement la partie hook et j'utilise un prompt pour ça. Après, je la retouche bien sûr et je la mets à ma voix, etc. et à mes idées, mais c'est une base de départ qui est pas mal du tout. La partie matérielle, je vous ai tout mis, je vous ai tout montré sur la partie setup. Mon processus de tournage, comment je tourne mes vidéos. En fait, c'est assez simple. Moi, j'utilise principalement un outil qui s'appelle Screen Studio. Alors, je suis en train de filmer avec actuellement. Donc, je vais vous le montrer. Alors, Screen Studio, il est là. Et en fait, il fonctionne que sous Mac. Il est assez simple à utiliser. On peut filmer avec la caméra, l'écran et on peut derrière, et la voix bien sûr, et on peut derrière éditer assez facilement dans l'outil lui-même. Alors je sais qu'il est assez cher, il a un certain coût quand même quand on passe en mensuel, mais franchement, moi j'adore cet outil et je vais vous le montrer tout à l'heure. Il y a un autre outil, si vous êtes sous Windows ou si vous trouvez que Screen Studio est un peu cher, vous pouvez utiliser Tela. Et en fait, Tela, alors je vais sortir de mon compte pour vous montrer. Tela, ils ont exactement les mêmes fonctionnalités que Screen Studio. Vous pouvez l'utiliser sur Windows et sur Mac. Et donc, c'est une super bonne alternative. Alors en termes de tarifs, il est aussi cher. Je savais pas qu'il était aussi cher que la partie que Screen Studio. Mais franchement, en termes d'utilisation, moi j'adore les deux et ça simplifie beaucoup la partie film, la partie tournage. Une autre solution qui, elle, est gratuite, c'est OBS Studio. OBS Broadcaster Software. Alors lui, il est gratuit. Il faut juste... il y a un peu de configuration pour configurer votre écran, pour que vous ayez la caméra qui s'affiche dans un coin, la vidéo dans le reste du coin, dans le reste de l'écran. Donc il y a un peu de configuration. Je pense que si vous regardez quelques tutos sur YouTube, vous allez pouvoir vous en sortir avec ça. Donc c'est une solution alternative. L'outil est super bien aussi, mais il est un tout petit peu compliqué à utiliser. Et avec OBS, vous ne pourrez pas faire la partie édition. Donc il faudra un autre outil pour la partie édition. Je vais vous en parler tout à l'heure de ce que vous pouvez utiliser. Et il pourra faire que la partie tournage. Il gère pas la partie édition. Donc là, ce que je vais faire, je vais arrêter cette vidéo-là avec Screen Studio et je vais me filmer avec Tela. Comme ça, vous voyez la différence entre les deux. Et je vais vous montrer comment j'édite mes vidéos dans Screen Studio. Donc, quand j'ai terminé de filmer ma vidéo, généralement, ce que je fais, c'est que je filme tout le contenu de la vidéo jusqu'à la fin et ensuite, je filme le hook, donc les 30 secondes que j'ai écrit avec un prompt, etc. Je les filme toujours tout à la fin et je fais une ou deux prises pour justement avoir le choix sur laquelle utiliser.
Donc pour la partie édition, c'est parti, je vais vous montrer ça. Ok, donc je voulais vous montrer Screen Studio. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté l'enregistrement qui était en cours. Et tout de suite, il s'est ouvert dans Screen Studio. Et donc on arrive sur un écran comme ceci. On a au milieu la vidéo. Et sur la droite ici, on a plein de paramètres. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré ici ce qu'on appelle un preset qui s'appelle YouTube, et dedans j'ai enregistré plein de paramètres par défaut qui me conviennent à moi. Donc en fait, ici il y a des paramètres sur le fond d'écran, quel est le background ici que vous voulez mettre en place. Vous avez le choix entre plein de choix. Vous pouvez augmenter le padding, réduire le padding, réduire les coins arrondis, augmenter les coins arrondis, bref, il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez intervenir là-dessus. Donc moi, j'ai enregistré ici un preset que j'utilise sur quasiment toutes mes vidéos YouTube, avec ce fond-là, et la vidéo, et puis ma vidéo à moi ici, sur assez large sur le coin droite en bas. Donc en fait, j'ai fait des configs ici, donc j'ai joué avec ces configs jusqu'à trouver la config qui me convenait le mieux. Vous pouvez jouer sur le curseur, sur le mouvement du curseur, si vous voulez des effets avec le curseur qui bouge. Vous pouvez jouer sur la caméra, où est-ce que vous voulez que la caméra soit positionnée. Vous pouvez jouer sur plein de choses, donc je vous laisserai regarder tout ça en détail. Moi j'ai mis le minimum d'animation possible. Ensuite j'arrive ici, et donc là il y a une timeline avec la vidéo en elle-même, avec l'audio. On peut afficher aussi la caméra et les zooms. Et donc en fait, je peux ici aller rajouter des zooms. Donc si je clique dessus, sur cette partie-là, il va faire un zoom. Et donc si je mets un play, tous mes chiffres, je pense que c'est la question. Il zoom, que la plupart des zooms. Et en fait, ce zoom-là, alors soit il est automatique, donc vous le mettez ici en auto, et donc il va zoomer là où il y a ma souris sur l'écran, soit vous le mettez en manuel, et là vous pouvez positionner votre zoom là où vous voudrez que le zoom il soit appliqué. Et donc ça me permet, mes chiffres, je pense que c'est la question, de faire des effets de zoom. La plupart des gens je suis en train de, donc, je vais vous partager quand je suis en train de faire des modifications dans des workflows N8N ou Make, etc. Et je veux montrer un prompt, etc. Je zoome dessus pour montrer comment ça se passe et comment la partie qui est intéressante là-dessus. Ensuite, sur la partie ici, la troisième timeline ici, disons, troisième timeline, je peux dire que je veux afficher juste moi, juste l'écran où je cache et je cache ma tête. Donc en fait, si je clique dessus, vous voyez, il y a soit par défaut, soit full screen, donc ma tête en full screen, soit je me cache et donc il y a que uniquement l'écran. Et donc en fait, vous pouvez faire ça sur des petits morceaux. Si à un certain moment, vous étiez en train de faire le workflow, il était intéressant de montrer le workflow et vous voulez switcher pour montrer, vous êtes sur un moment où vous allez parler à l'écran pendant quelques minutes, vous pouvez switcher avec cette méthode-là. Donc ça, c'est les deux trucs que j'utilise moi, un peu de zoom quand c'est nécessaire, et la partie ici hide camera quand moi je l'utilise plutôt pour full screen quand j'ai envie de me mettre en full screen, que ce soit sur la partie hook, que ce soit sur la partie fin de vidéo. Généralement c'est les deux que je fais. Parfois je le fais dans le milieu de vidéo, mais c'est rare. La plupart du temps, je le fais la partie layout full screen, je le fais sur le hook, sur le début de la vidéo et sur la fin de la vidéo. Troisième chose que je fais, je me mets ici généralement en x2, en playback speed x2.
En fait, Je vais partager avec vous tous mes chiffres, vous allez voir. je regarde la d'habitude. vidéo. Et donc là, on est sur... Et s'il y a des gros blancs, des gros problèmes, dans le sens, j'ai mis 15 minutes à trouver une erreur, etc. Je vais pas laisser 15 minutes où là, je suis en train de chercher l'erreur dans la vidéo. Donc, ce que je fais, je coupe ces gros moments-là. S'il y a des petits moments où il y a de la recherche, etc., je les laisse. D'abord, ça me prend beaucoup moins de temps à éditer la vidéo. Et ça, c'est important parce que le temps, c'est de l'argent. Et quand vous êtes en train de faire des vidéos, ça peut se transformer en un calvaire. Donc, rappelez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure de friction. Le deuxième souci, c'est que c'est la recherche de la perfection. Et en fait, vous pouvez perdre beaucoup de temps à essayer de trouver le meilleur setup possible pour vos vidéos. Donc moi, ce que je fais, c'est que je retire les gros blocs où il y a eu des problèmes et sur le reste, je laisse parce que c'est ma façon de faire, c'est mes vidéos. Je vais pas montrer un visage dans mes vidéos YouTube et un autre visage dans mes formations ou ailleurs ou dans mes accompagnements ou avec mes clients. Je suis comme ça et donc du coup tout se passe comme ça dans mes vidéos et aussi ça me permet aussi de m'améliorer moi aussi sur ma présentation, sur comment je parle à l'écran, etc. Donc je mets en vitesse 2. Et ensuite je clique sur play, j'écoute, et s'il y a besoin de couper un morceau, donc il y a le couteau ici, sinon j'appuie sur couper, donc je vais couper au début, je vais couper à la fin, et je vais sélectionner le morceau et je vais le retirer. En fait, comme ça, je peux couper des parties quand j'ai besoin de couper des parties. Il y a un raccourci. D'habitude, j'utilise OPT. Voilà, c'est OPT le raccourci pour découper quand il y a besoin de découper. Ici, ce petit toggle ici, ça permet de dézoomer ou zoomer la timeline. Et puis, c'est comme ça que je fais ma vidéo. Donc, généralement, quand j'ai filmé une vidéo de... disons 1 heure, de 1 heure à la fin, je mets à peu près 30 minutes à l'éditer ici, à la préparer, 45 minutes au plus, parce que je fais, comme je vous l'ai montré, je fais très peu d'édition. Je mets le focus sur la qualité. L'outil donne une qualité d'image qui est très bonne déjà. Et en fait, je mets le focus sur la qualité du contenu et je m'ennuie pas à aller chercher les coupures à tout prix, à aller vite, etc. Voilà sur la partie édition dans Screen Studio. Dans Tela, ça se passe à peu près pareil. Ce que je vais faire, c'est que on va arrêter la vidéo et on va passer sur Tela et je vais vous montrer comment ça se passe dans Tela. Ok, donc dans Tela, qu'on s'est enregistré, pareil. Alors j'arrive dans un écran, mais on est dans le navigateur. Alors là, j'ai un fond d'écran que j'ai mis pour mon accompagnement, l'accélérateur, mais en fait, vous pouvez changer votre fond d'écran. Pareil que Screen Studio, c'est le même principe. Vous avez plein de fonds d'écran. Vous pouvez rajouter le vôtre. Pas besoin enfin, il y a plein de choix là-dessus. Ensuite, sur l'affichage ici, comment s'affiche l'écran? Alors, vous avez plein de choix ici. Vous pouvez vous mettre, par exemple, mettre la vidéo un peu plus petite, mettre la vidéo comme moi je le mets, plutôt comme ça, comme moi je le mets dans Screen Studio. Vous pouvez ensuite aller modifier ici directement à la main si vous voulez agrandir ou rétrécir pour l'affichage. Vous pouvez aussi réduire la taille de la photo. Par exemple, si vous voulez retirer ici toute la bannière en haut avec l'heure, la date, etc.,
vous allez dans Setup, si je me trompe pas. Non, Adjust, exactement. Vous pouvez ajuster votre tête pour qu'elle soit en plein milieu. Et vous pouvez faire un crop ici. Et donc, vous pouvez réduire comme ça. Hop, crop. Et là, il va réduire. Alors, il va réduire, mais attention ici. Il y a le fond d'écran. Donc, attention à ce petit détail. Donc, soit vous changez et vous faites un truc comme ça. C'est beaucoup mieux. Ensuite, donc ça c'est la présentation générale, et ensuite c'est pareil que dans Screen Studio, vous allez pouvoir, et ça ils l'ont rajouté il y a pas longtemps, il y a probablement une semaine ou deux, vous pouvez lire à des vitesses supérieures. Avant vous devez lire à la vitesse 1 et il n'y avait pas le choix. Donc là vous pouvez pareil lire à la vitesse 2, lire et non pas la vidéo finale. La vidéo finale ne sera pas à la vitesse 2. Et ensuite, en lisant, vous vous mettez en cut ici, en mode cut, et vous pouvez pareil avec le split ici. Donc vous vous mettez ici, vous faites un split, vous vous mettez là où vous voulez arrêter votre split, et vous supprimez le morceau qui vous intéresse pas. Et c'est comme ça que vous pouvez couper des morceaux de la vidéo. Si vous voulez changer le layout en plein milieu de la vidéo, vous voulez changer un layout, et vous pouvez, en fait, ici, vous vous mettez là où vous voulez changer l'affichage général et vous faites Add Layout. Vous voulez, par exemple, rajouter ce layout sur quelques minutes. Donc là, vous allez voir que, hop, voilà. Et donc, il a changé d'un affichage où il y avait l'écran et moi, à un affichage où il y a juste moi. Donc en fait, exactement les mêmes, quasiment tout ce qui existe sur Screen Studio pour éditer vos vidéos existe aussi sur Tela. Sur Screen Studio, le seul truc que je vous ai pas montré, c'est comment exporter vos vidéos. C'est assez simple. Vous avez un bouton exporter, vous choisissez la résolution. Moi, j'exporte toutes mes vidéos en 4K. Je filme en 4K et j'exporte en 4K. C'est pas nécessaire. Vous pouvez filmer et exporter en HD. C'est suffisant. Moi, j'ai la possibilité avec cette caméra-là. Mais c'est pas nécessaire. Et pareil ici, donc vous venez ici dans Download, c'est un peu un export en MP4. Alors moi je mets non, ça c'est les sous-titres. Est-ce que vous voulez les sous-titres? Je mets non. Vous vous mettez en 4K et vous faites Start Export, et donc il va préparer l'export de la vidéo. Et ensuite, il va vous prévenir par email quand l'export est prêt et vous pouvez revenir et télécharger votre vidéo. Donc voilà pour la partie édition, comment j'édite mes vidéos. Le seul petit point qui manque dans ces logiciels d'édition, c'est que vous pouvez pas rajouter de la musique. Donc parfois, moi, je rajoute un peu de musique sur l'intro et la fin et l'outro, tout au début et tout à la fin, mais rien de plus. Et ce que je fais, c'est que quand j'ai exporté ma vidéo de Tela ou de Screen Studio, je vais aller dans CapCut. CapCut, c'est un logiciel gratuit que vous pouvez installer sur votre Mac ou sur votre ordinateur. Si j'ai filmé ma vidéo en plusieurs morceaux, donc en fait, ce que je fais, c'est que j'exporte les différents morceaux et je vais les mettre ici dans CapCut, et je vais les mettre les uns à la file des autres, les uns après les autres ici, hop hop hop, donc 1, 2, etc. Partie 1, partie 2, etc. Et je vais rajouter ma musique ici. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des musiques que j'ai trouvées sur le studio YouTube. Ils ont une librairie de musique qui sont libres de droit, que vous pouvez utiliser. Donc dans Screen Studio, il y a une partie où il y a de la musique gratuite que vous pouvez utiliser. Donc vous choisissez là-dedans, vous prenez deux trois musiques et vous pouvez rajouter comme ça dans vos vidéos. Moi je les rajoute au début sur la partie intro, et ce que je fais, c'est que après l'avoir rajouté, alors, je peux vous montrer en fait comment je fais. Donc hop hop hop, je vais
tout supprimer ici pour vous montrer. Donc en fait, j'ai plusieurs parties. Alors parce que j'ai filmé, la vidéo est longue et donc je l'ai filmé en plusieurs parties. Donc j'ai l'intro, je la rajoute en premier. Ensuite, je me mets tout à la fin. Je vais rajouter la partie 1. Hop. Je vais dézoomer un petit peu. Je vais me mettre tout à la fin. Je vais rajouter la partie 2. Partie 3. Et je pense qu'il y a une partie 4 ici. Ok. Et en fait, ensuite, je me remets tout au début et je vais prendre la musique ici. Alors en fait, vous faites du drag and drop pour rajouter vos fichiers médias ici. Ensuite, hop, je mets ma musique ici jusqu'à la fin ou un tout petit peu après la fin de mon intro. Je vais venir ici. En fait, je vais réduire le volume. Je vais le mettre un peu bas pour que on entend quand même ma voix avec la musique. Et je vais mettre un fondu enchaîné. En fait, ça va faire en sorte que la musique à la fin, ici, elle va baisser progressivement, en fait. C'est ce qu'on appelle un fondu enchaîné. En fait, elle va commencer à baisser, hop, 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 hop. Elle baisse, elle baisse, elle baisse tout doucement et ensuite elle s'arrête. Ça fait un tout petit effet pour que il n'y ait pas une coupure de musique brusque, que ça se fasse de façon un peu smooth. Pareil sur la fin ici, quand je suis en train de dire OK, je vous remercie, etc. Et je suis en train de fermer la vidéo. Je remets ma musique. Je l'emmène jusqu'au bout et ensuite je réduis le volume et je vais faire dans ce cas un fondu en ouverture pour dire que quand je commence à parler, la musique va commencer à augmenter tout doucement et ensuite elle va aller crescendo et ensuite elle va rester à moins 28 ou moins 30 décibels jusqu'à la fin de la vidéo. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais fichier, export. Et là, je peux exporter directement ma vidéo et j'ai la vidéo finale. Donc en fait, toute la partie édition, je pense que vous l'avez vu, sur une vidéo qui fait 1 heure, ça me prend 1 heure à faire toute la partie édition. Alors il y a les exports qui prennent du temps, mais je suis pas obligé d'attendre, je fais autre chose en parallèle. Mais un temps consacré à l'édition, c'est vraiment 1 heure de vidéo généralement, c'est 1 heure d'édition et c'est comme ça que j'arrive à filmer mes vidéos, c'est comme ça que j'arrive à gagner pas mal de temps sur mes vidéos. Dernier point que je fais avant de publier ma vidéo, ce que je fais, c'est je vais sur un outil qui s'appelle auphonic.com. En fait, auphonic.com, c'est un traitement d'audio et il va améliorer l'audio de la vidéo. Donc en fait, je vais mettre dedans ma vidéo. Je vais vous montrer. Quand vous arrivez sur cet écran-là, vous allez déposer votre vidéo ici. Et en fait, il va la traiter. Alors là, moi, j'ai 24 heures. En fait, il vous donne déjà 2 heures par mois gratuitement. Et vous pouvez acheter du crédit. Moi, ce que je fais, c'est que je prends pas le mensuel, je prends un crédit ici, le one-time credit. Je prends généralement 25 heures et 25 heures, franchement, ça tient longtemps. Et c'est 49 € quoi, les 25 heures. Vous pouvez acheter 10 heures ou 5 heures, mais déjà par défaut, il vous donne 2 heures gratuits par mois. En fait, il améliore énormément la qualité de l'audio. Donc si vous aviez un souci sur votre audio, par défaut cet outil-là est génial, il va améliorer l'audio. En fait, sur les vidéos YouTube, le plus important, malheureusement, je sais pas si c'est malheureusement, mais en tout cas l'un des éléments le plus important, c'est l'audio. Il est même beaucoup plus important que la qualité de la vidéo. En fait, si on vous entend pas, c'est une cata. Donc, utilisez cet outil pour améliorer vos vidéos. Vous sélectionnez le fichier que vous voulez améliorer. Allez, je vais vous tester avec un fichier.
Et en fait, moi, je me suis fait un preset que j'ai déjà enregistré. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Donc là, il va mettre le fichier MP4. Alors, c'est un tout petit fichier. Il n'est pas énorme. Et en fait, alors, qu'est-ce que j'ai mis? Basiquement, là-dessus, j'ai rien fait. J'ai coché ici le speech recognition. En fait, il va produire les chapitres les chapitres de la vidéo automatiquement à partir de l'audio. Il va lire l'audio et il va proposer des chapitres dans la vidéo. En fait, si vous regardez mes vidéos, dans la description, à la fin, je mets les chapitres. Donc, section 1, c'est ça, à telle minute, ça commence, etc. Et donc, lui, il va vous faire les chapitres par défaut tout seul, ce qui est chouette et ce qui fait gagner pas mal de temps. Et ensuite, j'ai coché tous ces trucs-là. Donc, Adaptative Leveler, 100% auto, Voice Auto IQ, moins 16% auto Program Loudness. Bref, ce que vous faites, c'est que vous faites un pause sur la vidéo et vous allez dans Auphonic et vous enregistrez, enfin, vous mettez tous ces préconfigurations-là. Comme ça, il va vous améliorer directement la voix. Et en fait, au final, ce qu'il vous produit, voilà, donc il vient de terminer. Si je clique sur Download, je vais pouvoir télécharger le fichier MP4 traité, donc avec l'audio amélioré. Et normalement ici, dans la partie transcription, si je clique sur ce bouton rouge, il me donne ici les chapitres. Voilà, dans la partie chapter, il va me donner les chapitres. Alors ça dure moins d'une minute cette vidéo, mais en fait il va vous donner il va vous donner les chapitres principaux. Il va vous dire à quel moment il commence. Alors c'est pas exact, c'est pas vraiment exact. Donc parfois, si vous voulez être vraiment minutieux, vous pouvez aller revoir la vidéo et voir si vous êtes bien au bon moment et placer ça. Mais franchement, si vous voulez du 80-20, c'est largement suffisant. Vous pouvez copier les chapitres, les mettre dans votre description, dans la description dans votre vidéo et c'est parti. Une fois que ça c'est fait, la prochaine étape c'est la miniature. Et donc moi, pour faire mes miniatures, j'utilise un outil qui s'appelle Canva, que vous devez savoir certainement. Et en fait, dans Canva, ce que je fais, c'est que j'ai toujours fait mes miniatures là-dedans et je les ai toujours fait moi-même. J'ai toujours fait l'édition de mes vidéos et je les ai toujours éditées moi-même. Et pourquoi ? Pour justement cette notion de friction et de réduire les frictions. J'ai testé des éditeurs, enfin des gens qui font le montage. J'ai testé. En fait, on perd beaucoup de temps. On perd beaucoup de temps sur les allers-retours. On perd beaucoup de temps parce que forcément, ils n'ont pas qu'un seul client. C'est des gens qui ont plusieurs clients et donc du coup, quand vous avez besoin d'une vidéo, c'est pas à ce moment-là que eux ils vont travailler dessus. Donc il va falloir attendre 2-3 jours, le temps qu'ils vous envoient une première version, soit de la vidéo montée, soit de la miniature. Ensuite, vous allez faire vos retours, il va traiter les retours, enfin vous allez prendre, moi j'ai remarqué, ça prend 1 semaine, 10 jours de retard, et c'est une friction de dingue. Alors que quand moi je le fais, ça va super vite, pour créer mes miniatures ça va super vite. Alors certainement que je perds des vues à cause de mes miniatures, à cause de mon édition. Peut-être que les miniatures, je testerai si je trouverai un truc un peu plus smooth, enfin qui soit avec un minimum de friction où la qualité est meilleure. Mais franchement, c'est tellement optimisé en termes de temps aujourd'hui que j'aime bien garder ce process-là. Et je pense que il n'y a pas besoin d'aller plus loin à ce niveau-là. Donc ce que je fais, c'est que je copie généralement la dernière miniature ou les 2 dernières miniatures. Et je modifie. Donc en fait, il y a 3 éléments importants dans la miniature. Généralement, je mets un background. Alors moi, c'est mon choix, mais je mets un background, enfin un fond d'écran qui soit plutôt sombre. Je mets mon image à moi. En fait, comment je l'ai faite cette photo ? Après avoir filmé ma vidéo, je laisse la caméra tourner.
Je me mets statique. Et en fait, dans la vidéo elle-même, et ensuite dans CapCut, mais quand vous trouvez une pose qui vous convient, vous cliquez ici, vous allez dans export, je crois que c'est exporter les cadres fixes, voilà, et vous allez exporter sous format de JPEG, donc sous format d'image, et vous pouvez comme ça exporter une image au lieu d'aller prendre des photos, etc. Donc toujours dans ce principe de réduction de friction. Si j'ai besoin de mon image pour les miniatures, je le fais comme ça parce que c'est assez simple. J'exporte ici. J'ai pas besoin d'aller prendre des photos avec la caméra ou quoi que ce soit. Ensuite, quand je rajoute la photo, ce que je fais, c'est que forcément, il y a un fond d'écran. Donc, je vais vous montrer. Ça va ressembler à ça. Et donc en fait ce que je fais c'est que dans Canva, quand vous avez la version payante, alors la version payante elle coûte 5 € environ, un peu moins de 5 €, vous pouvez faire effacer l'arrière-plan, et donc il va retirer l'arrière-plan. Et ce que je fais, la deuxième chose, je clique sur modification, ajuster automatiquement, et donc il va améliorer un peu les couleurs. Alors parfois ensuite j'améliore un tout petit peu plus s'il y a besoin, peut-être la luminosité, etc. Donc et c'est comme ça que je fais déjà ma photo sur la vidéo. Ensuite je rajoute du texte. Alors généralement j'essaie de le mettre assez grand, pas beaucoup de texte. Parce que en fait les gens sont en train de scroller, donc il faut que ça attire tout de suite l'œil. Je le mets en leak Spartan si vous voulez savoir la police que je mets. Et ensuite je mets un petit logo. Alors je mets un petit logo de l'outil qui peut attirer l'attention. Donc là c'est N8N. Mes dernières vidéos c'était beaucoup N8N. Avant c'était Make, quand je faisais du Make. Quand j'ai fait une petite vidéo ici sur ChatGPT, j'ai mis le logo de ChatGPT. Bref, c'est un peu ça enfin comment je crée mes miniatures. Assez simple, c'est pas les meilleures miniatures au monde, mais ça fait le taf, c'est le 80-20. Quand ça sera le temps d'optimiser, parce que ça me permettrait de passer de 50 000 vues à, je sais pas, 200, 300 000 vues, oui. Mais si vous êtes à un stade plus bas, franchement, ça n'a aucun sens d'aller chercher quelqu'un pour vous faire vos miniatures, etc. Enfin, selon moi, c'est mon avis personnel. Il peut y avoir 36 000 avis différents. Je ne pense pas que ce soit la meilleure utilisation de votre temps à ce niveau-là. Ok, ça c'est la partie miniature et la partie création. Ensuite, je vais dans mon studio, je rajoute mon contenu. Et généralement, en fait, ce que j'ai fait, c'est que dans paramètres ici, dans la partie, dans paramètres, dans la partie chaîne, paramètres en ligne. Voilà. Paramètres de mise en ligne. J'ai enregistré une description par défaut. À chaque fois que je vais mettre ma vidéo sur YouTube, cette description-là, elle va arriver par défaut. C'est-à-dire que j'aurai pas besoin de la retaper. J'ai pas besoin de retaper toute ma description. Ce que j'ai à faire, c'est rajouter le lien si j'ai mis des scénarios gratuits en relation avec la vidéo. Je vais rajouter un petit résumé de la vidéo et pour faire le résumé, j'utilise un prompt. Et généralement c'est tout. Alors sur les outils ici, je vais mettre que les outils qui sont intéressants pour la vidéo. Donc je vais retirer tout ce qui est pas intéressant. Et tout à la fin ici, je vais rajouter les chapitres que m'a donné Auphonic. Je les collés ici sur la partie chapitres. Et voilà, ma vidéo est publiée. Donc en fait, en 1 heure, pour une vidéo d'1 heure, j'ai mis 30 à 45 minutes pour la partie édition,
encore 15-30 minutes pour créer la miniature, mettre en ligne, et c'est parti, et c'est terminé, et c'est en ligne. En fait, c'est comme je vous ai expliqué, c'est réduire le minimum au minimum les frictions et essayer de produire un maximum de contenu. Voilà pour cette vidéo, j'espère que elle vous a plu. C'est un contenu différent de ce que je fais d'habitude. J'espère qu'elle va vous être utile. Pour ma part, je vous dis merci. Si ce type de vidéo ou si mes vidéos classiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes beaucoup à ne pas être abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like ou à laisser un commentaire si vous avez une idée d'une vidéo pour le futur. Et puis si vous voulez justement vendre votre service, proposer un service d'automatisation IA, la première chose à faire, c'est d'aller comprendre, soit apprendre Make, soit apprendre n8n. Si vous voulez apprendre n8n, j'ai fait une masterclass dessus, je vais vous mettre le lien juste là. Elle peut vous intéresser, elle dure 5h30, elle est un peu longue, mais vous allez apprendre tout ce qu'il faut apprendre pour commencer à vendre ou à proposer un service IA, un service d'automatisation IA, ou pour justement automatiser votre propre business. Vous aurez toute l'information, vous n'avez pas besoin d'acheter une formation pour ça, vous avez tout dans la masterclass et c'est gratuit et c'est sur YouTube. Hormis ça, moi je vous dis à la prochaine.